Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e des 10 bilans de cette saison 2023. On évoque aujourd'hui l'équipe qui a été le rayon de soleil de la Formule 1 pendant un temps, le nouveau top team avec son numéro 1 revanchard, puis qui a un petit peu calé jusqu'à peut-être devenir une déception. C'est en tout cas la question, l'une des questions à laquelle on va tenter de répondre. Aujourd'hui, on a aussi un gros morceau à débriefer avec Aston Martin. Du coup, on perd pas de temps. C'est parti. Depuis qu'elle a été reprise et même transformée par Lawrence Stroll, Aston Martin attire autant de moqueries que de craintes dans le paddock. Le patron parle beaucoup, mais ses ambitions et son portefeuille sont de la même taille que sa bouche. Donc s'il met à exécution ses menaces, ça peut faire peur. Et l'hiver dernier, rappelez-vous, c'était l'équipe de l'hiver. Les spéculations allaient bon train puisqu'entre les nouvelles infrastructures, notamment l'usine qui était en train d'être construite, l'arrivée d'Alonso qui représentait quand même un coût énorme et les rumeurs qui disaient qu'ils avaient fait une grosse amélioration pendant l'intersaison, ils étaient clairement l'équipe à suivre en 2023. Pour autant, les attentes devaient rester mesurées car ils n'avaient terminé que 7e en 2022 à égalité avec Alfa Romeo. Oui, mais la deuxième partie de saison avait clairement été meilleure et ils avaient comme pilote Stroll et un Vettel clairement sur la fin de carrière et on sentait quand même qu'une dynamique s'était créée, que potentiellement il valait mieux que cette 7e, 6e force. Il fallait donc mettre définitivement dans le rétro les 4 équipes du fond de grille pour prouver qu'on n'y appartient plus et commencer à venir titiller, embêter Alpine et McLaren qui représentaient le cran d'au-dessus. On se disait déjà que d'entrer dans cette bataille à 3 pour la 4e place, ça serait très fort pour Aston. Être dans la continuité de la fin 2022 pourrait permettre de poser des bases et aussi de donner de la crédibilité au projet, puisqu'on ne pourra les prendre vraiment au sérieux que lorsqu'ils commenceront à faire des bonnes performances sur une base régulière et qu'ils feront les choses dans l'ordre. Pour l'instant, Aston, ça partait un petit peu dans tous les sens. En gros, la question, au-delà de l'objectif chiffré et comptable, c'était est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'il y a dans cette équipe les fondations saines, sereines, qui feront d'elle potentiellement un jour un top team? Concernant Alonso, on n'avait pas de doute sur son niveau après sa très grosse saison 2022, mais à son âge, on a toujours besoin qu'il confirme d'année en année, surtout avec ce choix surprenant de rejoindre Aston, qui était derrière Alpine au classement et qui pour l'instant parlait beaucoup sans vraiment agir. Eh bien, il jouait non seulement sa fin de carrière, mais aussi, entre guillemets, une autre partie de sa crédibilité à lui. Alonso et les choix de carrière, ça n'a pas toujours été ça. Donc franchement, quand il a signé là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc il y avait un véritable enjeu pour lui que Aston a réussi à marcher, que lui soit très fort, et qu'il soit aussi ce fameux meneur d'hommes qu'il avait fini un petit peu par ne plus être à la fin chez Alpine. On voulait enfin voir ce Fernando Alonso qui gomme tous ses défauts et n'est plus ce destructeur d'équipe. Il avait donc mine de rien aussi quelques trucs à prouver et à se faire pardonner. C'était aussi le début d'un nouveau projet, un projet un peu fou et peut-être le dernier projet de sa carrière. Il allait tomber sur Lawrence Stroll qui est sûrement aussi ambitieux et fort politiquement que lui. Donc en fait, c'était soit la love story, soit la catastrophe. Il y avait un espèce de gros point d'interrogation. Lance Stroll, lui, faisait face à un défi absolument immense, se taper Fernando Alonso, réputé non seulement pour être extrêmement fort, mais aussi pour être un destructeur de coéquipiers. Affronter ça alors que lui-même sortait de plusieurs saisons de galère et s'était fait battre même par Vettel. Voilà, on va dire que fallait sacrément hausser le niveau sous peine d'être complètement largué. Et il attaquait mine de rien déjà sa 7e saison en Formule 1. Il serait temps de commencer à montrer des choses vraiment intéressantes. Surtout, j'aimais bien le fait que, à côté d'Alonso, le défi pour lui, c'était de prouver qu'il pouvait être un très bon bras droit. On a compris qu'il ne serait pas le numéro 1, mais on voulait voir si dans ce rôle de numéro 2, à côté d'Alonso, il avait les qualités et le mental qu'il fallait pour tenir. Le tout avec plus de propreté et de régularité, ses deux plus gros défauts, et en sachant nous faire toujours ces petites étincelles dont il a le secret, même si quand même ça commençait à faire un petit moment qu'il ne nous l'avait plus montré. Donc attention pour Lance Stroll, c'était l'année des dangers. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Stroll, mauvaise nouvelle pour lui, 2 semaines avant Bahreïn, il tombe à vélo et se fracture le poignet. C'est Drugovich qui le remplace lors des essais hivernaux, mais le Canadien pourra finalement tenir sa place in extremis pour le tout début de la saison.
Et autre bonne nouvelle, bien les rumeurs de l'hiver étaient vraies. Aston a vraiment fait un gros coup, un gros pas en avant durant l'intersaison. Ça se sent dès les essais hivernaux et ça se confirme. Ils ont l'air d'être un petit peu la force derrière Red Bull. 5ème sur la grille, Alonso joue avec les top teams des Bahreïn. Après que son coéquipier ait failli le sortir au 4e virage, eh bien il va mener un superbe Grand Prix avec 2 dépassements d'école sur Sainz puis Hamilton et profiter de l'abandon de Leclerc pour monter sur le podium. D'entrée de jeu, le pari est gagnant, c'est l'effervescence. Et avec Stroll 6ème, Aston confirme que vraiment cette voiture a un immense potentiel. Elle est déjà 2ème du constructeur et c'est ce statut de 2ème qu'elle va confirmer sur ce premier tiers de saison. Au départ à Jeddah, Alonso prend carrément la tête. Les 2 Red Bull finiront logiquement par le reprendre, mais c'est une 3ème place et un 100e podium, une immense satisfaction. Voilà. Derrière les intouchables Red Bull, c'est eux quoi. Lance Stroll lui a malheureusement connu une casse moteur, mais bien il suit plutôt bien son coéquipier sur ce début de saison, et on le verra à Melbourne puisqu'il va terminer juste derrière lui, 4ème, c'est donc 3ème pour Alonso, un nouveau podium, même s'il s'est fait sortir par Sainz au 3ème départ, finalement le résultat c'est bien 3ème et 4ème, et la 2ème place au constructeur, elle est consolidée. Ouf, on a eu chaud, mais les points étaient mérités. Ça a été un peu plus dur à Bakou où je pense le circuit leur correspond moins et où Ferrari s'est intercalé, mais Alonso a quand même pris la 4ème place, Lenz la 7ème et il y a aussi eu 4 points dans le sprint. Franchement, pas de problème, et pas de problème non plus à Miami. Fernando est sur la première ligne, il va mener un top Grand Prix comme à Jeddah, seuls les Red Bull finiront devant. Il est 3ème, nouveau podium. Voilà. Les Verts et leur taureau des Asturies sont le vent de fraîcheur de la Formule 1. Leurs ambitions commencent même à grandir. Alonso répète qu'un jour ils gagneront un Grand Prix et ils en ont l'envie, l'idée. À Monaco, où ils jouent clairement la pole, il faut un Verstappen extraterrestre pour la lui enlever pour quelques millièmes. Alonso a fait un tour absolument génial. Le lendemain, il va solidement tenir cette 2ème place et aurait peut-être pu s'imposer si l'équipe avait osé l'arrêter dès l'apparition de la pluie. Il serait sûrement ressorti devant, mais pas d'angoisse, ça reste un 5ème podium en 6 courses. Il y a encore en plus un point d'avance au classement sur Mercedes pour la 2ème place. Voilà, franchement jusque-là, c'est le coup d'envoi rêvé et ils ne regardent que vers le haut. Ils vont finir par l'avoir cette victoire. Mais attention, premier couac, c'est là que Lenz commence à dérailler. À Miami, il n'y était pas, et à Monaco, il a fait du grand n'importe quoi dans la course. C'est le début d'une période de moins bien pour lui. Et aussi, d'un seul coup, c'est là que la saison d'Aston va un petit peu dérailler, elle aussi, puisqu'à Barcelone, il y a un package d'améliorations qui est introduit, mais il fait faire quelques pas en arrière, il ne gomme pas les défauts de la voiture, et il semble lui enlever certaines de ses qualités. Sur les terres d'Alonso, Ferrari et Mercedes repassent devant, le père Fernand commet une erreur en qualification et préféra rester derrière son coéquipier en 7ème place lors du Grand Prix. Certains y ont vu du faillotage, etc. Perso, juste un coup assez intelligent. L'équipe ne pouvait pas prendre plus de points, donc autant rester derrière et faire plaisir à tout le monde. C'est anecdotique à l'arrivée. Petite accalmie au Canada, où en grande partie grâce à la qualification humide, Fernando se hisse encore en première ligne et gardera sa 2ème place jusqu'à l'arrivée. Une bonne performance, mais un peu en trompe-l'œil, puisque juste après, ça se gâte. Il y aura un bon sprint en Autriche, où Stroll finit 4ème juste devant Alonso, mais le Grand Prix est plus compliqué. Il y a désormais un temps de retard sur Ferrari et même sur McLaren qui semble revenir. Impression confirmée à Silverstone, où ils ont rétrogradé. Ils sont désormais sûrement la 4ème force et non plus la 2ème. Fernando ne peut faire mieux que 7ème. C'est largement plus bas que ce qu'il visait. Il n'y a que 2 ou 3 courses. Ils ne sont plus les poursuivants numéro 1 de Red Bull et se mettent même à proposer quelques performances un peu inquiétantes. Exemple en Hongrie, ils sont vraiment distancés et ne peuvent faire mieux que 9e et 10e, inhabituel pour eux. À Spa, le samedi se passe très mal, le crash de Stroll en SQ2 fait sortir les 2 voitures à ce stade de la qualif et c'est Alonso qui finit dans les graviers lors du sprint. Heureusement, il va relever la barre et ramener une 5ème place folle lors du Grand Prix. Mais c'était largement le mieux qu'Aston pouvait viser, elle ne joue plus du tout les podiums. Mais petit retour en forme temporaire aux Pays-Bas grâce certes à un package d'amélioration qui a été à nouveau introduit, mais aussi je pense surtout au scénario de la course. Il y a eu une très bonne gestion et des très bonnes décisions stratégiques couplées à un niveau de pilotage magistral de Fernando qui lui permettent de retrouver le podium à la 2ème place.
Une nouvelle fois, il a sorti le week-end absolument parfait et ça fait du bien, surtout que Lance Stroll, lui, ne va pas bien du tout. À ce moment-là, il est en pleine période où sur 9 Grands Prix, il ne va marquer que 3 petits points. Là vraiment, il a décroché. Et puis malheureusement, sur les 6 courses suivantes, là c'est tout Aston qui va entrer dans une espèce de petite crise et qui va vraiment perdre en niveau. Alonso ne peut sauver que 2 points à Monza et Singapour, c'est la catastrophe. Lance déclare forfait après une immense boîte en Q1 et Fernando doit faire un arrêt de plus avec des dégâts. Bref, pas de points pour la première fois de l'année. Ferrari est repassé devant, Aston est désormais 4ème et ça se voit, regardez à Suzuka, ils se battent plutôt avec les Alpines qu'avec ceux de devant et Alonso ne peut prendre que la 8ème place au mieux, ça devient vraiment dur. Les difficultés s'accumulent, on a clairement compris qu'ils ne font plus partie du 2e wagon, même peut-être pas du 3e. Il y a juste un petit point qui est sauvé dans le sprint au Qatar, une bonne 6ème place dans le Grand Prix, mais McLaren est revenu à 11 points et va passer devant à Austin. Grand Prix pourtant où ils introduisent le gros dernier package d'amélioration, sauf que ça marche pas vraiment. Ils sont tous les deux éliminés en Q1 et ils doivent briser le parc fermé et partir des stands pour changer tous les réglages. Heureusement, lueur d'espoir, et c'est là-dessus qu'ils vont s'appuyer pour mieux finir la saison que la dynamique qu'elle était en train de prendre. Lors de la course, le rythme a été vraiment bon. Ils sont remontés pour terminer juste derrière les Alpines. Malheureusement, tout n'est pas parfait puisqu'Alonso a dû abandonner sur souci mécanique, un fond plat cassé. L'Espagnol sera encore out à Mexico, encore un souci mécanique. Lance lui aussi est out, mais c'est après un accrochage en fin de course. McLaren a désormais 20 points d'avance et les défauts de la voiture ne semblent pas être totalement corrigés. Pour autant, il va y avoir un sursaut un petit peu imprévu au Brésil. Fernando fait un superbe week-end, une superbe course et il prend la 3ème place à Pérez dans le dernier tour pour ce qui restera l'un des combats de l'année. Il termine devant pour 53 millièmes sur la ligne. Magnifique, et la petite preuve aussi que finalement, en fin de saison, Aston Martin était revenu un peu plus dans le jeu. Pas juste derrière Red Bull, mais capable de se battre avec la 3-4e force. Un regain de forme malheureusement non confirmé à Vegas, où Fernando s'envoie tout seul en toupie au premier virage et ne parviendra à terminer que 9ème. Heureusement, Lance profite du timing de la safety car et mène son meilleur Grand Prix depuis longtemps pour réussir à terminer à la 5ème place. C'est pas mal, et au final, on voit que McLaren n'a que 11 points d'avance avant la dernière course, alors peut-être, sauf que non. À Abu Dhabi, Aston Martin ne sera que la 5ème force, les 7ème et 10ème places ne suffisent pas. Au final, c'est une 5ème place au constructeur, à 22 points de McLaren et à 130 du duo Ferrari-Mercedes, mais quand même 160 devant Alpine derrière, donc c'était le minimum. Si l'on prend les choses d'un point de vue très rationnel et clair, 2023 est une immense réussite pour Aston Martin. Ils ont scoré 225 points de plus qu'en 2022, ils ont fait x5 sur leur total en prenant 8 podiums, et le tout alors que l'adversité derrière Red Bull a été sûrement plus forte que jamais avec 3 grosses équipes dans le jeu face à eux. Voilà. Clairement, c'est magnifique, ils auraient signé largement pour ça il y a un an, et on peut dire qu'ils ont passé plus d'étapes que ce qu'ils ne devaient le faire. À leur échelle, c'est énorme, et ce qui frappe surtout, c'est le début d'année où seul Red Bull était meilleur et où ils ont brisé un plafond de verre. Aston a prouvé qu'elle avait les moyens techniques et humains pour jouer devant, maintenant ça on le sait. Au niveau des cases à cocher pour faire avancer le projet, ils ont fait fort, on peut même dire qu'ils ont pris de l'avance cette saison et que c'est très fort. Franchement, ils ont dépassé les attentes. En revanche, je vois 2 petites ombres au tableau qui peuvent potentiellement leur coûter un petit peu cher pour la suite de l'aventure. Déjà, à l'arrivée de cette saison magnifique, il y a certes plein de podiums, 8, mais il n'y a pas la petite pole ou la petite victoire qui serait restée en tête. Ils ont touché un espèce de haut sans réussir à aller tout en haut, et vu que la Formule 1 est cruelle, ils n'ont aucune garantie de revenir un jour aussi proche. En vérité, je pense qu'il n'y a que Monaco où ils peuvent s'en vouloir de ne pas avoir gagné, et encore, mais voilà, peut-être que ce petit regret va leur rester en tête un petit peu trop longtemps, faut voir. Mais surtout, le gros point noir, c'est la dynamique qui s'est cassée. À partir de l'Espagne, ils ont chuté et ils ont mis du temps à s'en remettre, à comprendre ce qui n'allait pas et à corriger. Au moins, ils ont su se relever, enfin, disons, stopper l'hémorragie puisqu'ils ne sont pas retombés là où ils étaient avant, ils ont stoppé leur chute, mais on voit bien en fin de saison qu'ils étaient plutôt 4-5e force que la 2e comme il était au début.
Ils ont perdu le mojo magnifique dans lequel ils avaient débuté. C'est finalement la dynamique exactement inverse de 2022. Le début fait rêver, la fin pose quelques doutes, et du coup la dynamique au cœur de l'hiver, ben voilà, elle est pas très bonne, il va falloir qu'ils refassent un gros travail pour redémarrer mieux l'an prochain. Donc, à l'arrivée, malgré le résultat historique pour eux qui nous impose une certaine, il est clair, joie, une certaine satisfaction, le bilan doit être positif, eh bien, il y a une petite retenue. Non seulement il faudra confirmer sur une deuxième saison, et on sait que c'est toujours le plus dur, surtout face à cette concurrence accrue, il n'y a rien d'acquis, mais en plus, la réalité d'Aston Martin depuis le début de l'été, c'est plus les derniers points dans le top 10 que le podium. Donc attention. Côté pilote, j'ai rien à dire sur Fernando Alonso, il a été absolument stratosphérique pour moi. Derrière l'OVNI Verstappen, c'est lui le deuxième meilleur pilote de cette saison. Allez, il y a quoi 2-3 week-ends moins inspirés, notamment à la fin, mais 90% des grands prix et des week-ends sont parfaits. Les podiums, quand il a fallu les prendre, il a été les chercher avec un brio magnifique. Et même quand la voiture ne jouait plus les podiums, il a pris des résultats de fou. Je pense par exemple à la 5e place à Spa, ça c'est un résultat qui vaut super cher. Je suis franchement pas sûr qu'il pouvait faire ne serait-ce qu'un petit peu mieux. C'est génial, c'est exceptionnel. Et à 42 ans, il montre qu'il fait encore partie du haut du panier des 3-5 meilleurs pilotes de cette grille. En plus, je trouve qu'il a parfaitement collé à la mentalité et à l'équipe Aston. Évidemment, surtout en début de saison où ça faisait des podiums et c'était vraiment la love story. Bref, on va pas s'étaler, c'est une première saison rêvée pour lui où il aura eu un niveau de performance absolument top. Maintenant, il faudra surveiller parce que la dynamique de l'équipe s'est un petit peu brisée et c'est sur le temps long qu'on va vraiment les attendre. Or, on sait que les dynamiques brisées et les temps longs, c'est généralement les situations dans lesquelles Fernando Alonso retombe un peu dans ses démons. Là, c'est le dernier défi de sa carrière. On espère que ça se passera bien. Mais voilà, encore une fois, le bilan d'Aston, il est comme pour Alonso. C'est top. Mais attention, on surveille pour l'an prochain. Pour Stroll, ça a été évidemment bien plus compliqué. Alors attention, pour lui rendre justice, il a été très bon sur les 3 premiers week-ends et il a été bon sur les 3 derniers. Disons qu'il a bien fini. Mais sur la grosse quinzaine de Grands Prix et de week-ends au milieu, ça a quand même été difficile. Il a vite décroché et il a surtout connu une grosse période de galère où ça n'allait pas bien du tout. Ça a surtout été le cas entre Zandvoort et Losail où il a commencé à complètement sombrer. Pas de points, des crashs et un burn-out à la fois sportif et mental. On a vu qu'il avait touché ses limites. À l'arrivée, le duel face à Alonso ne laisse aucun doute, c'est même un peu plus violent que ce à quoi je m'attendais et pour moi, voilà, je le dis, cette saison 2023 finit de le discréditer. On savait déjà qu'il ne serait jamais un top pilote, mais cette année, il a aussi prouvé qu'il ne serait jamais un top numéro 2. Il est capable de marquer des points, il a une certaine qualité dans les grands prix un peu longs, à stratégie pour conserver ses gommes et émerger dans les points à l'arrivée. Il fait parfois des coups d'éclat, même si je le redis, ça fait 2-3 ans que j'ai pas forcément vu les grands moments de Lance Stroll comme la pole en Turquie, c'est le dernier exemple en date. Mais le problème, c'est que quand le niveau s'élève, il n'a pas ce truc, il n'est pas capable de concurrencer les meilleurs. Il fait trop d'erreurs et sur l'entièreté d'une saison, il n'a aucune régularité. Lance Stroll n'est pas le pilote qu'il faut à Aston Martin à côté d'Alonso si elle veut jouer les titres. Regardez cette année la différence de points. Il a en vrai déjà coûté la 4e place à Aston Martin. Donc le jour où elle jouera les plus hautes positions, il ne pourra pas aider l'équipe au constructeur et il ne pourra pas aider Fernando dans les courses pour obtenir de meilleurs résultats. Pour moi, c'est un échec. Voilà. On l'a vu en début d'année, la voiture elle est exceptionnelle et lui il est absolument pas capable, ne serait-ce que de l'approcher d'un podium. Et oui, car le plateau est trop compétitif pour lui à un moment donné, il faut se le dire. C'est trop, Lance Stroll c'est un bon pilote, mais c'est au mieux un numéro 2 d'une équipe de milieu de tableau. Alors encore une fois, il s'est bien repris, il a plutôt bien fini la saison, il est capable dans certains grands prix d'aller nous chercher une 7e place assez inattendue, et on voit clairement la différence avec des gars comme Latifi ou Sargent, ou voilà, c'est un pilote qui propose un certain niveau respectable, mais par rapport à ce que veut viser Aston et au bout de 7-8 saisons en Formule 1, pardon, mais ce n'est pas assez. Pour moi, 2023 est un échec pour Stroll parce qu'elle le discrédite encore un peu plus. Voilà, pour ce qui est de prétendre à un volant d'un top team, c'est pas fait pour lui. Et je pense qu'à la prochaine bonne occasion, il y a des risques qu'il saute.
On a commencé à l'évoquer, en 2024, la tâche va être terriblement dure pour Aston Martin. Là, elle nous a fait des promesses, elle a même grillé quelques petites étapes. Donc déjà en 2024, première chose, il faut confirmer, refaire à nouveau une saison dans le rang des top teams, des concurrents à Red Bull. Mais aussi, vu que le projet est censé aller de plus en plus haut et que cette année n'était que l'année 1, eh bien, faut faire mieux, faut faire encore plus. 5e en finissant un peu moyen, je crois que ça ne suffira pas. En plus, il y a un peu une dynamique à raviver, il y a du gros travail à faire cet hiver, ça peut donner quelques doutes, cependant je continue de penser que la structure est bonne, avec des infrastructures de très haut niveau, avec des cadres de niveau top F1 à tous les postes, sur le pit wall, dans la conception de la voiture, etc. Et avec un top pilote. Voilà, malheureusement, voilà, on n'a pas arrêté de le dire, il va falloir nous reprouver qu'Aston est capable de rejouer le top, puisque la fin a été moins bonne. Fernando, lui, devra continuer d'être aussi bon à son âge tout en étant le leader du projet, tandis que Lance devra tenter de gommer les conclusions bien claires que l'on a désormais tirées sur lui. 2024 ne sera pas simple pour Aston Martin, tout comme ce bilan n'est pas facile à faire en 2023, puisqu'il y a eu de l'exceptionnel puis du moins bon, et à l'arrivée, on est quand même obligé de dire que c'est génial, mais que la dynamique nous inquiète. Bref, plus que jamais, j'attends vos commentaires dans l'espace commentaires pour savoir un peu ce que vous pensez d'Aston Martin. Est-ce que vous jugez cette saison pleinement satisfaisante? Est-ce que la cassure vous inquiète? Est-ce que vous êtes confiant pour eux à l'avenir? Est-ce que vous pensez qu'ils ont ce qu'il faut pour réussir au plus haut niveau? Voilà, j'ai apporté mes réponses, j'attends les vôtres. En tout cas, moi je vous laisse comme d'hab avec Enzo Ferrari, qui regrette que le team Silverstone ne soit plus ce petit outsider rose qui venait prendre un podium de temps en temps, mais qui ne les embêtait pas aux constructeurs. Et oui, attention, maintenant, il y a peut-être une nouvelle menace en Formule 1. À demain.